Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'interview de Richard Migou. Dans cet épisode, on va parler d'hypercroissance, de déménagement de sites logistiques et de management international. C'est parti. Bonjour Richard, je suis ravi de Bonjour Yann. t'accueillir sur ce podcast. L'idée, c'est qu'on passe un petit moment pour parler de ton parcours et d'un ou deux sujets techniques sur lesquels tu excelles. Pour commencer, est-ce que tu peux me présenter qui tu es? Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, ça fait j'ai 45 ans, 44. Je ne vais pas rajouter un an, ça passe déjà suffisamment vite. Une vingtaine d'années dans l'industrie, dans la gestion des opérations, euh, logistique, supply chain, dans le service, et en particulier dans l'industrie aéronautique. Voilà, j'ai occupé euh, plein de postes différents, j'ai mené plein de projets en fait différents dans ce cadre-là, des directions d'opération, des gestions de filiales, des ouvertures de filiales, travailler dans des grands groupes, euh, Thales, et surtout dans des petites structures qui appartenaient à des grands groupes, avec des gros actionnaires en fait derrière, mais toujours des petites structures. Alors quand je dis petites structures, ça va de euh, allez, 60 personnes Mhm. à des structures où quand je suis rentré on était 50, je quittais l'entreprise on était 250. Donc en fait des structures toujours tournées sur un mot, c'est l'hypercroissance, avec des gestions qui peuvent aller voilà, entre 20 et 40%. Donc vraiment une spécialisation dans tout ce qui va être l'aéronautique, la supply chain, la gestion des opérations et gestion des opérations relativement large, euh, que ce soit des moyens techniques, la partie client, la partie commerciale, euh, la partie gestion des opérations, donc driver les opérations, s'assurer qu'on vend le service et on réalise le service qu'on l'a vendu. Euh, et puis en même temps organiser en fait l'entreprise pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, aux volontés des actionnaires et puis surtout aux besoins des clients parce que au final la chose la plus importante c'est les clients et le service, la valeur ajoutée qu'on leur apporte. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir en général et c'est surtout pour ça qu'ils restent avec nous parce qu'un client c'est presque facile à capter, c'est Mhm. beaucoup plus difficile à conserver. Et justement, tu parles d'hypercroissance. Quand on entend hypercroissance, on pense souvent start-up, donc des sujets très digitaux. Toi, ton parcours il est plutôt dans les opérations. Donc, d'un point de vue opération, justement, comment on gère l'hypercroissance? Alors l'hypercroissance, c'est un super parallèle que tu fais entre les startups, la tech, toutes ces choses-là. Et en fait, on s'aperçoit que l'hypercroissance, ça existe depuis très longtemps. On n'a pas attendu la partie tech, qui est juste une industrie particulière, qui peut répondre à des besoins à un instant T, euh, par rapport à une évolution de la société. Mais ces sujets-là, c'est des sujets qui existent depuis très longtemps et qu'on va retrouver dans des industries. C'est cyclique, il peut y avoir des gros besoins à un instant T. Ça peut durer quelques années, des fois ça va durer très longtemps. Alors quand je dis très longtemps, ça peut aller jusqu'à une décennie. Et gérer en fait une hypercroissance quand ça va quasiment jusqu'à 10 ans, quand vous avez les 2-3 premières années où vous avez une très forte croissance et puis que tu sais, tu atteins un palier, après tu passes étape par étape, mais quand tu les enchaînes, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est là en fait, c'est dans la durée en fait que le vrai challenge va se trouver et on le retrouve dans toutes les industries. Alors en particulier dans l'industrie de services, mais pas que. Euh, j'ai des clients aujourd'hui avec qui je discute qui sont sur de l'industrie en Mhm. particulier et qui pas du tout de la start-up tech à part entière et leur activité c'est purement de gérer de l'hypercroissance. Donc l'hypercroissance ça peut être de l'ouverture de sites, du recrutement, du déploiement international, du déploiement national quand vous avez 4, 5, 6 sites à ouvrir dans un pipe très très court, dans un délai très court. Vous avez besoin d'être organisé. Quand vous êtes une petite structure, que vous avez allez, 4-5 ans d'existence, vous avez grossi, vous êtes parti avec une petite équipe
et vous avez besoin de redonner de la cohésion. Donc voilà un petit peu les basiques qu'on va retrouver sur l'industrie par rapport à de la tech, mais vous retrouvez en fait les mêmes fondamentaux à l'intérieur. Et du coup, d'un point de vue opérationnel, comment tu gères ça? Parce que dans Alors, l'industrie, on est habitué à avoir des projections un peu longues, de l'anticipation, des prévisions de vente, etc. Comment on gère ça, l'hypercroissance déjà? Est-ce que dans l'industrie, on la connaît? Est-ce qu'on peut la maîtriser? Et après, d'un point de vue opérationnel, est-ce que toi, tu as un déroulé voilà, pour gérer ça? alors la première chose, en réfléchissant un petit peu et puis en préparant nos échanges, la première chose réelle, euh, c'est l'adaptabilité permanente. C'est une remise en question permanente. Je ne vais pas dire tous les jours, mais presque. La deuxième chose, c'est que quand vous faites de l'hypercroissance, la décision que vous allez prendre à un instant T, elle sera mauvaise en T plus 1 et ça sera la pire que vous ayez prise en T plus 2. D'accord. Ça, c'est la réalité. Il faut en être conscient. Il faut surtout être conscient que quand tu prends ce genre de décision, quand tu es en T, bah, tu prends la décision avec les éléments que tu as autour de toi, avec les données que tu as autour de toi, avec le partage que tu peux avoir. Pour autant, il faut trancher, il faut prendre une décision, il faut acter les choses, il faut les mettre en place et il faut avancer. Et il faudra se remettre en question. Donc la méthode basée là-dessus, la méthode pour gérer de l'hypercroissance, en fait, il faut répondre à des besoins. C'est l'adaptabilité, se remettre en permanence en question. Tu posais la question de la vision, de la prévision. Quand tu fais, tu as besoin, de toute façon, c'est le basique d'avoir ça. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas faire tourner une boîte. C'est de se projeter. Donc tu fais un BP à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, et puis tu fais un BP aussi sur ton année, mais tu fais surtout des scénarios différents. Donc tu fais un fort, un moyen, un faible, et en fonction de ça, par rapport surtout à tes ventes, hein, et en fonction de ça, tu mets tes projets, tu mets tes moyens, tu déroules en fait tout ton plan. Et une fois que tu as ça, tu commences à l'imaginer, à le projeter. Et c'est là où tu as intérêt d'avoir des équipes et un management avec une certaine plasticité intellectuelle pour pouvoir se réadapter en permanence à la situation. C'est-à-dire que bah, tu vas lancer des projets, tu vas vendre des projets. En général, quand tu es sur de l'hypercroissance, bah, tu connais le dicton américain fake it until you do it. Mais c'était totalement là-dessus, quoi. C'est-à-dire que tu vas vendre et après, en fait, tu commences à lancer les moyens parce que c'est de la gestion de trésor et c'est de la priorisation en permanence dans tous les secteurs d'activité. Tu es obligé de gérer ton recrutement. Quand tu recrutes, en fait, quand tu es sur de l'hypercroissance, tu as ton chiffre d'affaires qui croît. Donc, tu dois avoir des moyens qui croissent en parallèle, qui doivent être mesurés. Tu dois descendre, en fait, quand tu fais ton BP, tu mets tes projets et en face de chaque projet, tu es obligé de mettre des moyens spécifiques par rapport à chaque chose. Donc, là, le vrai sujet, c'est la capacité que tu vas avoir à suivre et à définir un tant soit peu finement tes projections de coûts par rapport à tes projections de business. Ok. Le deal se situe vraiment là-dessus. Et après, une fois que tu as fait ça, bah, tu débloques les moyens et tu cherches à organiser les choses. Alors pour répondre à ça, quand tu fais de l'hypercroissance, tu as besoin de recruter des gens. Mais comme dans n'importe quelle industrie, je discutais il y a quelques jours avec un client, une problématique toute simple. Une start-up qui a commencé, ils étaient quelques personnes, partie d'ingénieurs, et une problématique où ils sont maintenant une cinquantaine. Et les personnes qui étaient là au démarrage du projet commencent à perdre du sens, commencent à perdre de la cohésion, parce qu'en fait, au démarrage,
tu fais tout seul, tu as des responsabilités, tu peux aller vite, tu peux prendre des décisions, tu as relativement peu de discussions parce que tu es peu nombreux autour de la table, donc cet échange-là est super intéressant. Mais au fur et à mesure, tu as besoin d'organiser, tu as besoin de structurer, tu as besoin d'intégrer les nouveaux ont besoin de comprendre, les nouveaux ont besoin de prendre des responsabilités. Donc tu vas perdre des anciens. En général, sur de l'hypercroissance, tu recrutes entre 20 et 60 personnes tous les ans. D'accord. Alors, tu vas me dire, mais comment tu fais pour recruter 60 personnes? Bah, alors déjà, tu passes par des partenaires comme toi, mais comment tu fais pour les intégrer? Et surtout, tu te dis, mais c'est pas possible, tu peux pas recruter 60, sinon au bout de 10 ans, tu arrives à 600. Mais la réalité, c'est que tu en perds une quantité astronomique en cours de route. Oui, T'es pas sur et, du 7% de perte au combat, quoi. ouais. Et justement, alors, moi, j'ai noté ça d'un point de vue humain pour des recrutements que j'ai effectués à l'époque pour VP notamment, alors qui était déjà gros, mais qui avait ce besoin de grossir hyper rapidement avec des taux de croissance colossaux. Et il y avait deux choses. Alors, il y avait cet aspect humain que tu évoques, mais il y avait aussi un enjeu où on définit un process. Après, comme il y a déjà des gros effectifs, bah, c'est pas du jour au lendemain, donc il faut mettre un projet en place, structurer, déployer, et en fait, le temps que ça arrive opérationnel, l'entreprise a continué de grossir, donc en fait, on est déjà obsolète Hmm. et déjà en train de se dire mince, ce qu'on a calibré, c'est pas bon, il faut qu'on reparte. Et du coup, ça crée un inconfort de dingue chez les collaborateurs qui disent mais on change de process toutes les 4 minutes. Quand on met un truc en place, enfin voilà, quand t'es opérationnel, tu vois pas la dimension stratégique du truc, donc tu dis, bah en fait, ils nous mettent un truc en place, mais c'est de la connerie, ça fonctionne pas. Hmm. Comment toi tu anticipes, comment tu gères ça? Quels conseils tu aurais aussi pour éviter de courir en permanence derrière un truc qui est déjà devant toi et en fait qui continue à avancer et toi t'es plutôt en réaction plus qu'en anticipation. Alors, il y a déjà un basique, c'est que c'est sûr que quand tu fais de l'hypercroissance, ça va avancer très vite. Donc de toute façon, d'un point de vue mindset, il faut que tu sois en capacité intellectuelle d'aller très vite aussi. Donc pour aller très vite, bah, tu raccourcis les choses, donc tu fais des petites choses beaucoup plus rapidement, donc tu demandes de la réactivité permanente à la mise en place des choses. Donc en fait, sur les projets, il faut que tu aies des projets qui soient très courts. Donc, enfin, moi personnellement, ce que je faisais, alors on appelle ça comme on veut, t'as des projets sprint, donc ils ont plein d'appellations différentes en fonction de, tu fais du lean, tu fais une méthodologie un petit peu qui vient de l'IT ou des choses comme ça, mais en tout cas le concept reste toujours le même, c'est que tu dois déployer quelque chose très rapidement, et quand je dis très rapidement, ça doit se compter en quelques semaines, c'est-à-dire maximum, allez, maximum 2 mois, maximum 3 mois. Et encore 3 mois, c'est déjà long. Parce que si tu comptes 3 mois sur une année, tu n'as que 4 fois 3 mois. Hein. Donc en fait, ça sous-entend que tu es capable de sortir que 4 projets. Donc c'est très long. Sachant que de la même manière, quand tu es en hypercroissance, tu n'as pas non plus une quantité astronomique de moyens pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Donc ça sous-entend aussi autre chose. Je finis sur le point du sprint et puis on enchaînera sur ce point-là juste après. Euh, sur le sprint, tu es obligé d'organiser, de découper en fait le plus finement possible tes projets. Donc moi, ce que j'avais fait, euh, j'ai appris hein, à le faire. Clairement, c'est faire un Oshinkori. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un Alors, principe je vois, mais lean. je veux bien que tu réexpliques. J'ai fait un sujet un billet sur le blog de Amalo là-dessus, mais je veux bien que tu expliques, qu'on comprenne bien ce que c'est, à quoi ça sert et du coup comment tu l'as appliqué. Ouais. Alors, c'est plutôt génial. Pour moi qui suis quelqu'un de plutôt très créatif et qui gère beaucoup de choses en même temps dans mon esprit, euh, j'avais une personne avec qui je travaillais qui était hyper carré, qui travaillait dans le lean, donc c'était extrêmement intéressant. Le Shinkori, le grand principe, c'est tu définis ta stratégie, tu le planifies sur, allez, 2 3 ans pour avoir une vraie vision. Tu vas définir les projets qui vont rentrer dedans et tu vas définir en fonction de tes besoins qu'est-ce qui est prioritaire et surtout les impacts que ça va avoir. Est-ce que ça va rapporter de l'impact sur ta productivité, de l'impact sur ton chiffre d'affaires, de l'impact sur
ton, ton besoin en trésorerie, donc le résultat que tu vas dégager par rapport à ça. Est-ce que ça va avoir un impact en fait qui devient stratégique par rapport aux produits que tu vends pour tes clients? En clair, est-ce que le produit que tu as aujourd'hui, dans 5 ans, est-ce qu'il est totalement mort ou pas? Donc c'est tous ces sujets-là que tu vas définir, tu les planifies, et en fonction de l'impact, et surtout en fonction de la capacité de charge que tu as, bah, ça va parler à tout le monde, ça te fait ni plus ni moins qu'un Gantt, et ça te permet de reprioriser en fait au niveau global tes sujets. Et en fait, basé là-dessus, là, tu es capable de mettre tous les départements en ordre de bataille, parce que tout le monde sait ce sur quoi tu bosses. Et tout le monde sait, enfin c'est pas que toi tu bosses, quand je dis le toi, c'est ce sur quoi l'entreprise doit travailler. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, tu as quelque chose qui est beaucoup plus efficace parce que tu es capable de donner du rythme à tes projets et tu vas sous-segmenter ce qui devient prioritaire. Et surtout, tout le monde travaille en même temps sur les réels besoins stratégiques de l'entreprise parce qu'ils ont été définis par rapport à une vision globale. Donc, tu n'as pas le business qui bosse d'un côté. Alors, on a une partie logistique, en général, la partie supply chain logistique se fait très souvent la guerre, la partie opération fait très souvent la guerre à l'IT parce que l'IT va jamais suffisamment vite et que la partie opération demande toujours des trucs qu'ils n'avaient pas imaginés au démarrage. Et là, en fait, si tu fais des projets comme ça, si tu donnes une vision comme ça, tout le monde s'accorde sur le mode de fonctionnement. Donc, quel que soit le process que tu vas mettre en place, qu'il soit long ou qu'il soit pas long, c'est plus efficace. Le summum et le top, c'est d'avoir des projets qui sont clairs, qui sont définis, sur lesquels tu retombes sur la même chose. Hein, c'est ta capacité à être le plus fin possible sur l'adéquation entre les moyens que tu dois mettre en place et le résultat que tu souhaites obtenir. Et à l'intérieur de ça, tu vas sous-splitter, tu refais du 80-20, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui me rapporte le plus rapidement possible, à avoir un impact le plus rapide possible sur ce que tu souhaites. Donc soit de la productivité, soit du cash, soit du développement commercial, soit un vrai besoin stratégique pour positionner l'entreprise. Donc en fait, tu repars là-dessus et après, tu t'organises, tu fais des petites war rooms. Et moi, je faisais toutes les semaines, j'avais un point d'une heure avec les personnes qui étaient dédiées au projet, qui faisaient, on avait choisi des principes de A3, voilà, c'est une méthodologie de Lean, qui présentait les projets et qui donnait en fait un état d'avancement sur leur projet. Mon sujet n'était pas forcément de fliquer les gens, c'était pas mon débat, c'était surtout d'isoler très rapidement là où il y avait une problématique et en fait lever la problématique. C'est-à-dire que on est à cette étape-là du projet, on a fait tout ça, on est en retard, on n'est pas en retard, on est à l'heure, on n'est pas à l'heure, mais est-ce qu'on a un point bloquant? S'il y a un point bloquant, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir le régler tout seul? Ou est-ce que vous avez besoin que j'intervienne pour pouvoir aider à lever la problématique? C'est l'une des choses pour moi la plus essentielle et qui fait avancer les sujets le plus rapidement. Ok. C'est cette vision globale, traduire en fait la stratégie d'entreprise en stratégie opérationnelle et en projets communs, globaux, qui vont vite. Ok. Et sur le Hoshin-Kanri, justement, là tu nous expliques la mise en pratique. Est-ce que tu as des sujets sur lesquels il faut être vigilant pour pas le rater? Voilà, est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut passer impérativement pour être en réussite? Le vrai sujet, c'est que tout le monde le partage. Toute la direction le partage. Le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que tout le monde soit aligné sur les projets initiaux. Ça, c'est le premier point. Parce que la vraie difficulté se situe là-dessus. Parce que tout le monde a un truc plus important que l'autre. Parce que tout le monde pense, vu de sa fenêtre, qu'il est plus important que le petit copain d'à côté. Ça, c'est la réalité de comment ça se passe dans une entreprise. Donc, le vrai sujet, déjà, le premier point est là. Le deuxième point, ça va être la capacité à définir le temps
qu'on va mettre dedans. J'avais une technique, à vaut ce qu'à vaut, mais par expérience, ça fonctionnait plutôt toujours pas mal. Se poser la question aux équipes de quel temps un projet ils estimaient que ça allait pouvoir durer. Je leur disais, bon, vous rajoutez une petite louche de sécurité, et si on arrivait sur un projet qui durait, 3, 4, 6 mois, par défaut, je rajoutais minimum 50% de temps. Minimum. Et si le projet était gros, j'avais tendance à doubler le temps du projet. Ok. Par défaut. Pourquoi ? Il faut mieux avoir du temps devant nous que de courir après le temps. Et en fait, en prenant ces marges de sécurité, puis tu verras sur des choses très 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 concrètes, par exemple du déménagement, si tu fais pareil, tu t'en sors. Tu peux pas rattraper le temps, c'est pas vrai. Par contre, tu peux faire avancer les choses quand tu en as. Enfin, du moins, quand tu avais prévu des choses sur plus long et que ça se termine plus tôt. Donc, en fait, le vrai sujet pour moi, c'est surtout ça. Et après, tu as toujours des projets qui viennent à changer, qui viennent à être repositionnés, parce que ça, c'est la réalité. Hein. Quand tu fais de la croissance permanente, tu ne peux pas te permettre de figer des choses. C'est comme ce que tu donnais comme exemple tout à l'heure pour VP. À un instant T, tu lances un projet, ça met du temps, les personnes arrivent, le process est plus bon, et puis la seule impression que ça donne, c'est on est en permanence en train de changer les process. Ou du moins, on est en permanence en train de travailler avec un coup de retard sur la réalité du besoin. Ça fait partie du jeu de l'hypercroissance, mais pour autant, tu as besoin de continuer à faire rentrer des nouveaux projets, donc il faut aussi se remettre en question sur est-ce que la stratégie globale qu'on avait définie est toujours en phase ? Est-ce que le projet qui arrive, il est plus prioritaire que les autres ? À quel sujet il répond ? Et on le place dedans ou pas ? Et quelle que soit la personne qui le présente. Excuse-moi de te couper, Richard. Vas-y. Tu évoquais un sujet sur les délais où tu as tendance à les doubler ou en tout cas à rajouter une partie en fonction de la durée initiale. Tu dois connaître cette loi qui dit que, en gros, on va adapter le temps à la réalisation d'un projet au temps qui est imparti. Le fait que tu rajoutes 50% fait pas qu'on va les bouffer d'office ces 50%. Non. Non ? Non, parce que en fait, si tu fonctionnes sur un principe, tu peux tout mettre en contrainte. Si je pousse le sujet jusqu'au bout, tu peux dire, ok, très bien, ça doit sortir impérativement en tant de temps. Tu peux le faire sur un projet, sur 2 projets. Au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mettre les choses sous contrainte, quand tu presses, quand il n'y a plus rien dans le citron, il n'y a plus rien dans le citron, en fait. Et la seule chose qui va se passer, c'est que le jus du citron, tu ne vas pas le récupérer dans ton verre, tu vas le récupérer à côté. Et en fait, tu ne le récupéreras jamais. Et ça, le jus du citron, en général, c'est des bonhommes. La première chose, c'est les bonhommes. La deuxième chose, c'est le résultat que tu obtiens qui n'est pas bon. Donc, par définition, quand tu dois gérer des projets, tu dois gérer le résultat, mais tu dois gérer aussi les bonhommes qui vont mettre en place ça. Il y a plein de gens qui disent il faut se concentrer, si tu veux prendre soin de tes clients, prends soin des personnes qui travaillent avec toi parce que c'est eux qui prendront soin de tes clients. C'est exactement la même chose sur ce sujet-là. Après, ça va être la manière. J'ai toujours tendance à prendre du temps. Par contre, je suis plutôt quelqu'un de, comment dirais-je, d'impatient. Et naturellement, en fait, j'ai tendance à faire réduire le temps. Mais par contre, je préfère prévoir très large. Okay. C'est simplement la gestion que tu vas avoir. Si tu les découpes en petites parties, en petits sprints, que ça se tient, et bien, tu t'aperçois très rapidement qu'en fait, ça peut déborder un petit peu. C'est pas trop grave. Parce que tu as un petit peu de souplesse. Et sur certaines choses, quand ça passe nickel, tu gagnes du temps, tout simplement. Mais quand tu découpes, ça te permet de maintenir
Euh, c'est comme pour la course à pied en fait. Si tu veux aller loin, il faut que tu gères ton effort. Et les projets comme ça, c'est ni plus ni moins que c'est que ni plus ni moins qu'un marathon. Mais pour se préparer à un marathon, il y a des fois des besoins, des moments où tu dois courir beaucoup plus doucement pour travailler le fond et courir longtemps. Et il y a des moments où tu as besoin de faire du fractionné pour travailler vite et de manière efficace. Et c'est l'alternance en fait de ces choses-là qui font que tu arrives à tenir ton marathon plus ou moins correctement en fonction du temps que tu veux réaliser. C'est la même chose sur les projets, c'est la même chose dans l'organisation. Ouais. Et puis d'un point de vue humain, en plus, je pense que le fait d'aller de réussite en réussite parce que on a mis un délai, puis finalement on l'a tenu, est plus facile à gérer que on a mis un délai, puis on l'a encore pas tenu, et d'aller d'échec en échec. Je pense que c'est, tu vois, tu parlais de turnover tout à l'heure. Je pense que quand tu es dans un truc où en permanence on met des projets et puis on se fait déglinguer après parce que Parce que tu n'as on pas n'a pas tenu tenu, les parce que... délais. Et il n'y a rien de pire en fait, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Moi, je passais mon temps à discuter avec des clients. La seule chose qu'ils me demandaient, c'était de donner un délai qui était fiable. Hum. C'est un délai fiable. Jamais, au grand jamais, ils m'ont dit c'est trop long. Je pouvais leur dire, je veux bien que ce soit plus court, mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Un client dont je tairai le nom, qui était en hyper croissance, qui devait prendre des activités très fortes, un groupe du CAC 40. Euh, voilà, je suis appelé un jour, on me dit bon bah Richard, faut que tu partes là-bas pour nous aider, on a besoin. D'accord? On a besoin de faire de la croissance, il faut qu'on atteigne des activités, donc des grosses activités, hein. C'était faire x2 sur les activités d'un site. La première année, la première année, c'était dans les 3 mois que ça devait être fait. Donc c'était très court en termes de temps. Et il devait remettre une deuxième louche de 50%. Donc en fait, tu multipliais par 2, voire après par 3 l'activité en 2-3 ans. Donc tous les ans, entre tous les 6 mois et tous les 12 mois, tu remettais une louche sur l'activité. Euh, J'arrive, on me dit, voilà, ça doit démarrer fin janvier. On m'appelle mi-octobre. On dit Richard, on a besoin de toi. Tu peux venir nous aider, s'il te plaît, il faut qu'on sécurise le truc. J'y vais, je fais 2 jours sur place, j'appelle la France et je dis non, non, ça va pas passer. Ça sera pas janvier. Parce que si tu dis janvier, dans le meilleur des cas, crois-moi, déjà si j'arrive à te le faire pour le mois de juin, ça sera exceptionnel. Donc en fait, annonce pas janvier, c'est pas vrai. Si on te challenge, tu pourras dire ok, mais ce ne sera pas la réalité. Et en tout cas, moi je ne vais pas m'y engager. Déjà, je peux garantir que le mois de juin, ça va être extrêmement sportif. Mais le mois de janvier, oublie. Et en fait, à partir du moment où tu es capable de dire ça à ton client, que le client, tu es déjà dans ce type de relation-là avec lui, que tu as déjà construit la confiance en fait avec lui, les gens ils t'écoutent, ils te remettent pas en question le délai, ils te remettent pas en question le timing, ils te disent juste ok très bien, je comprends, on va travailler, on va s'organiser en fait différemment. Et c'est la même chose en fait en interne sur la gestion des projets avec tes équipes, c'est que à partir du moment où tu arrives à évaluer correctement ce que je te disais, hein, sur le Shinkori, la plus grosse difficulté, c'est la capacité à évaluer correctement le temps que tu passes et les résultats que tu vas obtenir. Si tu es, un peu safe sur la partie temps que tu vas passer, que tu gardes un petit peu de temps, les équipes déjà travailleront moins sous pression psychologique du timing global, mais pour autant vont être plus efficaces et tu es toujours entre guillemets dans du positif. C'est déjà compliqué, comme tu disais tout à l'heure avec ton exemple de VP, où tu intègres des gens en permanence, tu es déjà en permanence en train de changer des process, tu es déjà en permanence en train de former des gens, tu es déjà en permanence en train de perdre un collègue qui s'en va, que tu avais mis 6 mois à former, il a trouvé mieux autre part, il s'en va.
Ça, c'est la réalité de l'entreprise. Donc, tu étais en permanence en oscillation sur le moral des bonhommes. Donc, si en plus tu rajoutes une pression mode les gars, ça doit sortir dans 2 mois parce que c'est hyper stratégique et je veux pas savoir quels que soient les moyens, et qu'en plus tu peux pas te permettre de donner de moyens supplémentaires, ça peut pas marcher. C'est pas des solutions qui fonctionnent. Donc faut rester effectivement, comme tu disais, dans les petites étapes, dans le pas à pas, qui est le plus successful possible pour essayer de conserver les gens dans cette motivation du positif. Au moins déjà arriver à s'organiser pour. Parce que la réalité, c'est que même quand tu fais ça, t'as des ratés et ça se passe pas correctement, et t'as des projets qui dérivent, et t'as des résultats qui sont pas là, et ce que t'as développé ça fonctionne pas, et t'es obligé de reprendre. Donc voilà. Après, excuse-moi Richard, j'ai une petite question. T'es passé rapidement sur un point, mais moi ça m'interpelle toujours. Tu dis on me sollicite pour un projet sur lequel on a un engagement client, etc. J'y vais 2 jours et je constate que c'est pas le janvier, c'est juin. Qu'est-ce que tu fais en 2 jours pour réussir à voir que c'est pas 3 mois, mais 9 mois qu'il va te falloir? Tu connais Alors, pas tu connais pas la structure, tu connais pas l'orga. Là, tu sous-entends que c'est à l'étranger. Du coup, il y a aussi tout un sujet de culture, de process industriels qui sont peut-être pas les mêmes. alors là pour être clair sur cet exemple-là, il y avait besoin d'intégrer des activités dans un entrepôt pour pouvoir gérer plus d'activités. Donc c'était déjà des sujets que j'avais réalisés, que je maîtrisais, que je savais parfaitement organiser, parfaitement évaluer. Et en 2 jours, en fait, quand je suis arrivé, j'ai posé la question: où est-ce que vous en êtes sur le projet? Est-ce que vous avez lancé les choses? Comment vous avez prévu de vous organiser? Quel est l'état des lieux général? Où est-ce qu'on en est? Quand tu arrives, que tu vois que le projet n'est pas lancé, ou alors il y a juste des specs qui ont été faites et ça s'arrête là, les prestataires sont pas prêts, on n'a pas signé de contrat avec eux, on n'a pas lancé les commandes, que le site sur lequel ça doit être fait, il est plein à quasiment 200%. Donc quand je dis 200%, forcément que tu as du débord, hein. On est bien d'accord. Que tu n'as pas organisé l'arrivée des nouveaux stocks, l'arrivée des nouveaux flux, organiser les personnes. En fait, le constat, il est plutôt rapide, hein. Ça, c'est ce à quoi j'ai été confronté. Donc, quand tu fais cet état-là, tu te dis, bon, bah, c'est pas possible, c'est impossible de pouvoir faire ça. Et une organisation où tu dois gérer une réorganisation d'un site, voire un déménagement, lancer, définir un tant soit peu comment le flux va fonctionner à l'intérieur, trouver les prestataires, lancer les appels d'offres s'ils n'ont pas déjà été faits. Là, ça avait déjà en partie été fait. Les relancer, s'assurer que les délais d'appro vont être respectés. Tu t'es confronté à toute cette problématique-là. Quand tu es sur un délai à 3 mois, tu peux déjà te dire que c'est irréalisable. C'est irréaliste de promettre un truc comme ça. Donc en fait, en 2 jours, bah, tu fais simplement le tour, tu regardes où est-ce qu'en est le projet, c'est quoi les basiques, et tu évalues par rapport à l'expérience passée que tu as eue. Quand tu l'as fait 2-3 fois, tu commences à avoir un certain rétex sur le sujet, du temps dont tu as besoin pour pouvoir organiser les choses. Et là, tu te dis, bon, bah, ok, ça va pas passer. Et quand tu projettes un tant soit peu le temps, pour organiser un déménagement, il faut à peu près, grosso modo, 9 mois, quoi. Pour juste un déménagement où tu as déjà le bâtiment, tu n'as pas besoin de le faire construire, tu as juste besoin d'organiser le point d'arrivée, le process, le mode de démarrage, trouver les gens, organiser, potentiellement acheter quelques moyens supplémentaires. Alors attends, je te coupe parce que là tu nous balayes tout en 2 secondes. Tu as fait pas mal de déménagements en logistique, déménagements de sites. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre ça de la base? Comment tu gères un déménagement?
C'est quoi le point 1 et comment on amène ça jusqu'à un site qui tourne, qui roule, où les entrées-sorties se font bien, les process en interne sont gérés. Comment tu gères un déménagement dans la logistique, Alors, Richard? je vais le prendre d'un point de vue supply chain complète. Parce que, de toute façon, tu dois répondre à des problématiques qui viennent de tes clients et qui viennent des clients de tes clients. Le vrai sujet, c'est qu'en général, tu déménages, en général, c'est pas toujours le cas, parce que le site dans lequel tu es ne correspond plus à tes besoins. En général, c'est qu'il est trop petit, il est congestionné, ou alors il est mal dimensionné, tu as eu de la croissance avant et puis tu arrives avec des flux qui sont totalement incohérents, tu es plus efficace, tu perds en productivité. Donc ça, c'est la grande majorité des cas. Et tu as besoin de partir sur quelque chose de plus grand, de plus clean, de mieux organisé. Alors c'est plutôt une bonne problématique. Parce que en général, donc, tu vas avoir de nouveaux moyens, tu peux penser l'organisation de manière un peu différente. Alors déjà d'un point de vue timing, si tu as un site qui est existant, que tu n'as pas besoin de le construire, bah, tu gagnes déjà un petit peu de temps. Si tu as besoin de le construire, c'est un autre débat. Si tu n'as pas besoin de le construire, en général, tu as besoin de t'organiser sur quelles sont mes contraintes. Est-ce que pendant le déménagement, je dois continuer à tourner mes activités? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'aéro. Dans l'aéro, c'est H24, 7/7, 365 jours par an. Donc, à déménagement, le client de ton client, il aura toujours besoin d'une pièce que tu es en train de déménager. Et celle-ci... Et il s'en fout de savoir que tu es en déménagement. Et celle-ci, tu dois être capable de la localiser à l'instant T, de savoir où elle est, de la préparer et de la livrer. Même si tu es en train de déménager. Donc ça, c'est déjà une contrainte. Après, l'autre contrainte pour organiser un déménagement, tu dois la prendre sur la gestion des risques. Ça va découler sur tout ce que tu vas mettre en place comme moyen et sur les bonhommes que tu vas mettre en face. Donc que ce soit moyen, là, les moyens techniques et les moyens humains. Donc tu es obligé de regarder ce sujet-là. En priorité, quels sont mes risques et quels sont les impacts que ça va avoir. Et le temps que tu vas définir, que tu vas allouer réellement à ton déménagement. Si tu as une semaine pour faire ton déménagement, 2 semaines, tu fais un transfert classique au fur et à mesure. Tu fais ça entre guillemets en parallèle de tes activités. Tu t'organises ton nouvel entrepôt, tu définis tes zones, tu définis tes nouveaux processus, tu cherches à organiser, à penser ton nouveau process, comment il doit fonctionner de manière la plus efficace possible. En n'oubliant pas ce que je t'ai dit dès le démarrage, c'est-à-dire que la solution que tu prends à T, ça sera la pire à T+2. mais c'est la réalité. Donc tu définis les choses de la meilleure manière qui soit au démarrage. Tu cherches en fait à mettre un petit peu d'intelligence dans ton sujet. Et après, tu organises ton déménagement. Pour organiser ton déménagement, tu as quelques réponses, tu as quelques questions à te poser. C'est déjà, est-ce que tu dois continuer à livrer pendant ta période d'activité? C'est quoi ton temps alloué? Si tu dois déménager en 2 jours parce que tu dois diminuer au maximum l'impact, tu dois t'organiser vraiment de manière différente. Et en fonction de ça, ça va déterminer aussi 2 choses. C'est-à-dire que quand tu déménages un stock, dans un entrepôt, on imagine tous des paletiers avec des palettes et puis des produits dessus. Il n'y a pas que ça, en particulier dans l'aéronautique. Tu vas avoir des milliers de pièces, des milliers de références, des dizaines de milliers de références, grosses, mais surtout très petites. Et en fait, donc tu dois te reposer la question, est-ce que les définitions de méthodologie de stockage que j'avais fait à l'origine, je la conserve comme ça et je la transfère de la même manière de l'autre côté? En clair,
Est-ce que je continue à gérer mon stockage de la même manière? Ou est-ce que je le change? Est-ce que je dispatche en fait mes produits au moment où ça arrive, je prends et je fais des transferts? Ou alors est-ce que je prends carrément les palettes en conservant tout ce que j'ai dessus et je transfère mes emplacements bêtes et méchants? Euh, la question, parce que c'est une vraie question, c'est quel est mon risque? Le vrai risque, c'est de perdre des pièces. Et dans un déménagement, quand tu déménages, quelle que soit la superficie que tu déménages, hein, mais quand tu déménages plusieurs milliers de mètres carrés ou plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, si tu perds une pièce et que c'est celle-ci dont tu as besoin qui te grande un avion, tu peux pas mettre 10 jours pour la retrouver, quoi. Désolé, on sait pas où aller. Désolé, on sait pas où aller, ça passe moyen. Donc en fait, ça sous-entend aussi cette organisation-là, ce mindset-là, où en fonction du risque que tu as à gérer, est-ce que j'ai du temps? Est-ce que je peux me permettre de transférer et de réorganiser à l'arrivée mon stock? Si tu as ce temps-là, bah, tu réorganises, tu fais ton transfert, tu fais des contrôles et tu fais des inventaires pour t'assurer que tout a été fait à chaque fin de journée. Ça, c'est mandatory. C'est mandatory. Parce que tu as toujours des échecs. T'as toujours, et j'ai toujours tendance à dire que tu peux fonctionner avec l'IT. Ça marche toujours très bien, l'IT. Tu fais des transferts au pistolet, comme on veut, parce qu'aujourd'hui la techno marche très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, il n'y a qu'un seul truc qui ne s'envole pas. C'est ça. C'est ça. En fait, tu retombes sur sécuriser quelque chose. C'est un papier, un crayon. Tu fais ton transfert. Tu mets en place des listings pour sécuriser en fait ton process. Parce que de la même manière, tu es obligé de te mettre des backups si ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir garantir. Donc, ton process, pour l'organiser, bah, tu commences à définir un process en fonction des risques que tu as déterminés. Tu le testes littéralement, c'est-à-dire que tu prends des équipes, tu testes avec eux, ils conditionnent, ils refont, ils se mettent dans le mode, tu fais un transfert, même si c'est dans le même entrepôt, c'est pas grave, c'est juste après un temps qui sera différent que tu vas estimer, et tu refais ta mise en stock et tu retestes. Et en fonction de ça, ça te permet d'éprouver ton process, commencer à former tes équipes, ça te permet d'intégrer tes équipes réellement au projet, parce qu'en fait c'est un projet d'entreprise et c'est un projet qui a besoin d'être intégré avec les personnes. Si tu définis tout seul ton process dans un coin, t'inquiète pas, c'est toujours pareil, ça va pas marcher. Donc tu écoutes, tu partages, tu intègres les gens et à partir de ce moment-là, en fait, bah, tu as un retour d'expérience, tu le retravailles, tu le remodifies, tu le réadaptes et tu commences en fait à affiner ton process. Et une fois que, en fait, pour pouvoir faire ça, bah, ça te prend du temps, tu vois. Okay. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, ça te permet de calculer ta productivité, ça te permet d'affiner tous tes moyens, parce que combien de camions j'ai besoin, combien j'organise de rotation, est-ce que j'en prends 1, 2, 3, 4, comment ils vont s'organiser, comment je vais gérer mes flux à l'arrivée, comment je vais gérer mes flux au départ, combien j'en ai, combien j'ai besoin de personnes, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, ça va être quoi le volume d'activité que je prévois en sortie, le volume d'activité que je prévois à l'arrivée, comment je m'assure que c'est toujours équilibré d'un côté comme de l'autre. Donc en fait, tu dois définir vraiment étape par étape l'intégralité de ton transfert. Et justement, Richard, j'ai des questions peut-être idiotes d'ailleurs, mais Pas de question idiote. tu décides de changer d'entrepôt pour des raisons que tu évoquais. Comment tu calibres ton nouvel entrepôt? Parce que globalement, c'est quand même emmerdant d'investir dans un truc qui va pas tourner à 100%. Mais si tu es en croissance, bah, c'est un peu con de calibrer un truc où le temps que ça se mette en marche, il va vite être obsolète. Enfin voilà, comment tu fais ton dimensionnement de ça? Si tu as besoin, je sais pas, de 30 000 mètres carrés pour que ça tourne aujourd'hui, ouais, comment tu calibres ce nouvel entrepôt? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question auquel j'ai été confronté à chaque fois que j'ai fait ça.
Euh, la première chose que tu fais, c'est que tu poses la question à tes clients qui sont directement dedans. Donc en général, ils sont tous de la même manière. Super contents d'avoir un nouvel outil, ils vont pouvoir faire visiter, ils sont contents, ça va pouvoir faire de la com, ça va pouvoir leur apporter, ils vont pouvoir développer leur activité. Et une fois que tu leur poses la question, d'accord, mais c'est combien? Là, on tombe sur des questions qui sont toujours vagues. Hmm. Donc, bah, tu reviens sur la même chose que ce que tu fais sur ton BP. Si tu fais une perspective haute, une perspective médium, une perspective basse, et puis tu regardes par habitude, en fonction de l'expérience que tu as avec tes clients, c'est quoi la probabilité que quand ils te disent 1, c'est 2, quand ils te disent 2, c'est 5, ou quand ils disent 1, c'est 10. Ou alors quand ils te disent 10, en fait, c'est 3. Hmm. Et basé là-dessus, de toute façon, c'est toi qui es obligé de prendre le risque. C'est toi qui es obligé de prendre le risque. Tu vas te baquer avec ton client en organisant un tant soit peu les choses, mais en cherchant à minimiser, en mettant des forfaits sur le transfert ou sur des choses comme ça pour essayer de sécuriser quand même au maximum ton activité. Mais c'est toi en fait qui dois prendre ce risque-là et qui dois le mesurer. Alors le risque, tu dois vraiment le minorer et tu dois te projeter. Mais déjà, si tu as une perspective qui est plutôt claire, qui est plutôt définie, tu sais où tu vas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu prends suffisamment grand? Parce que quand tu vas voir tes commerciaux et que tu leur dis ça fait quoi? On va mettre 2 fois la superficie qu'on a. Ben, en général, ça les stimule. C'est exactement la même chose que ce que tu me disais tout à l'heure, mais c'est pas en mode euh, compression du délai. C'est là, on va avoir plus. Donc les gars, vous allez pouvoir vendre. Donc allez-y, vendez, faites-vous plaisir. Et à vous de remplir. À vous de remplir. Et en fait, ça devient presque un jeu, mais c'est très stimulant parce que les gens voient quelque chose, ça donne envie, euh, ça incite en fait à prendre beaucoup plus d'initiative, donc ça va stimuler en fait l'intégralité de l'entreprise. Et dans mon cas, ça m'est arrivé, on vendait et on n'avait pas fini de déménager, que c'était déjà plein. D'accord. Tu prévois 30%, tu prévois 50%, en fait, tu ouvres les vannes aux commerciaux, et là, ils en sortent plein, et tu dis, bah, en fait, j'aurais pu prendre beaucoup plus grand. Bon, Donc, acheter un deuxième. ouais, mais en fait, la vraie question, et c'est une bonne question, c'est surtout, de suite, quand tu définis, tu cherches de la même manière à te dire, ok, très bien, je prends, allez, mettons 10 000 mètres carrés, je vais en occuper 6 au démarrage, je me garde 4. Une fois que j'ai rempli les 10, comment je fais pour optimiser? De suite, au moment de la création, il faut penser à l'optimisation que tu vas pouvoir faire de ton entrepôt à l'origine. Si tu ne le penses pas, si tu ne le projettes pas, le moment, tu as le risque, si ça arrive trop vite, eh bien, tu ne peux pas réagir parce que tu n'as pas prévu l'étape d'après. Donc, tu es obligé de prévoir OK, comment je vais gérer mes moyens? Est-ce que je suis en capacité de pouvoir euh, densifier en fait mes activités, optimiser au maximum mon outil industriel? Ça va sous-entendre des impacts. Il faut peut-être que tu changes tes moyens, il faut peut-être que tu changes ta disposition, ton organisation, que tu passes si tu étais en 1.8, tu passes en 2.8, si tu étais en 2.8, tu passes en 3.8. Donc, comment tu gères en fait au global? Si tu étais peu automatisé, est-ce que tu automatises? Qu'est-ce que tu automatises? Donc, tu as tous ces schémas-là que tu dois penser en fait à l'origine. Alors moi, le conseil que j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément pas forcément chercher à faire du Big Bang. Ok. C'est déjà long quand tu fais un transfert de retrouver tes marques. Plus rapidement tu retrouves tes marques, plus tu regagnes en productivité et plus tu atteins déjà tes résultats que tu avais avant. Si tu fais un Big Bang, tu passes de quelque chose qui n'est pas du tout automatisé
à un site 150% automatisé, tu as des transducteurs dans tous les sens pour gérer tes palettes, tu as des automates, tu as des transitiques dans tous les coins, des postes qui sont dissociés en réception, en préparation, en expédition, tout est automatisé. Ah, c'est génial, mais par contre, tu vas avoir un atterrissage, tu le fais pas en 2 semaines, quoi. Tu le fais pas en 2 mois. Tu vas avoir 18 mois d'atterrissage pour regagner en productivité. Tu peux le faire, c'est génial, mais tu auras au minimum 18 mois d'atterrissage. Il faut pas penser que tu es capable, en 6 mois de temps, tu démarres, ça atterrit, tu transfères tes activités, les gens rentrent, ils sont formés, ils ont pris les nouveaux moyens, tu fais tes réglages parce qu'il y a des réglages à faire, tu as des process à raffiner, tu ne mets pas 6 mois pour faire ça. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Déjà, tu es déjà obligé de le faire, il faut au moins 6 mois pour pouvoir stabiliser une activité quand tu la transfères sans trop changer les processus. Alors quand tu changes intégralement tes processus, ta manière de travailler, tes moyens, le Big Bang, faut pas tout faire en même temps. Il y a souvent des dégâts industriels, on le voit, hein. Des gros Big Bang qui sont mal gérés. Je ne donnerai pas de nom, mais dans la grande distribution française, il y a quelques entreprises qui ont raté des transferts informatiques, qui sont dans des situations extrêmement compliquées, alors que c'était des fleurons de leur activité. Pas que, hein, t'as Jiffy, je crois, qui est tombé à cause de ça. Je parlais d'eux, ouais. Ok. Ouais, je parlais d'eux, mais ça fait les gros titres, donc je pense qu'on n'apprend rien à personne, mais ouais. Mais clairement, là, tu étais sur une activité, ils ont cherché à faire un Big Bang très court en mettant des moyens. Ils ont certainement pas. Je connais pas le dossier, je me plaindrai pas de juger parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir un avis extérieur, mais en tout cas, le résultat, c'est que c'est extrêmement compliqué pour l'entreprise aujourd'hui et que l'organisation a certainement pas été préparée suffisamment en amont et peut-être pas suffisamment intégrée au niveau des équipes. Donc c'est le vrai risque en fait quand tu organises un déménagement. C'est vraiment ça. Pour revenir sur le point de la productivité, quand tu as besoin de faire un déménagement, tu as souvent besoin de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Comment tu fais pour le gérer ça ? Parce que tu as besoin de gens sur 2-3 jours. Autant te dire que c'est pas toujours des gens que tu vas pouvoir avoir ou qui vont être que tu vas débaucher. Donc ça va être des personnes qui sont disponibles à l'instant T et qui peuvent faire une petite mission courte. Donc tu peux tomber sur des gens très bien comme sur des gens qui vont être simplement motivés pour une activité de 2 jours, donc qui ne vont pas avoir une implication de fou sur ce que tu fais. Donc tu as intérêt d'organiser tes process en prenant ça en compte. C'est-à-dire, je ne remets pas du tout en question la valeur des gens, c'est que tes process, tu as intérêt de les organiser de manière la plus simple possible. Quand je dis simple, c'est la plus facilement assimilable possible pour que les gens, en 10 minutes, ils ont compris ce qu'ils avaient à faire. Donc, c'est ça qu'il y a besoin d'organiser. Et surtout, tu as besoin de rendre tes équipes habituelles responsables des personnes que tu vas faire venir pour pouvoir les aider. Donc, de base, si tu n'as pas travaillé avec tes équipes sur le process, si elles ne l'ont pas testé, si elles ne l'ont pas éprouvé, si elles ne l'ont pas approuvé, ça ne peut pas fonctionner. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu rassures tout le monde parce que ça met de la tension, ça génère du stress sur oui, mais ça ne va pas marcher, oui, mais qu'est-ce qui va se passer, oui, mais s'il se passe ça. En fait, les gens ont toujours les bonnes questions. Les personnes qui travaillent sur le terrain sont extrêmement pragmatiques sur ces choses-là, parce qu'ils savent ce que c'est de chercher ou d'être confrontés à des difficultés. Donc la première chose qu'ils n'ont pas envie, c'est d'y être reconfrontés à nouveau, parce qu'ils se disent que si ça ne se passe pas bien, c'est eux les premiers qui vont en souffrir. Donc ils font remonter les problèmes, donc c'est exceptionnel ça, parce que c'est de la richesse. Donc tu capitalises là-dessus, tu t'organises.
Alors, je ne l'ai pas dit, mais tu as besoin de te construire une équipe dédiée, hein, une équipe projet dédiée pour gérer un déménagement. Tu as besoin de personnes pour pouvoir gérer ça dédié, en spécifique. Tu ne peux pas le gérer en parallèle de tes activités, c'est pas vrai. Tu as besoin de recruter deux, trois personnes en fonction de la taille et du projet que tu dois faire. Mais tu as besoin au minimum d'avoir 2-3 personnes dédiées pour pouvoir organiser ces sujets-là. Et ça prend du temps. C'est beaucoup de préparation. C'est minimum 9 mois de préparation. Un déménagement tout simple, sans avoir besoin de... et tu gardes une activité, des processus qui sont quasi similaires à ce que tu as actuellement. Si tu dois le faire avec des process qui changent, tu exploses tes temps d'études, tu exploses tes risques, et tu as encore plus besoin d'intégrer le retour d'expérience des personnes. Et il faut tester en fait avec eux. Mon conseil, c'est surtout ça, c'est de rester connecté à la réalité du terrain et de faire valider avec les gens les choses. Et quand tu intègres donc les intérimaires, parce que j'étais parti sur les intérimaires, j'ai un petit peu divagué. Quand tu intègres les intérimaires, moi ce que je conseille, c'est de les prendre avant pour pouvoir les former, pour pouvoir prendre une journée en fait avant le déménagement, pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir leur présenter les lieux, pour pouvoir les former au process, parce que quand ça démarre, il ne peut pas y avoir de surprise. Tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. Donc, tu as toutes ces étapes-là à organiser. Tu es obligé d'organiser du recrutement, je ne vais pas dire à la dernière minute, parce que la réalité, c'est ça. Parce que quand tu dois prendre des gens pour 2-3 jours, les gens 2-3 jours, tu ne peux pas leur dire « vous savez, dans un mois, vous allez travailler pendant 2-3 jours. » C'est pas à toi, Yann, que je vais expliquer que ça marche pas dans la réalité. Donc, tu es obligé de travailler avec tes partenaires, de leur dire « Ok, j'ai besoin de recruter 30-40 personnes. Ça sera à ce moment-là. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment je vais payer. Voilà ce dont j'ai besoin comme profil. On fera les entretiens quelques jours avant pour pouvoir valider. Est-ce que vous pouvez déjà commencer un petit peu à sonder, à trouver des profils, et puis après, tu es obligé de t'organiser de la même manière pour recruter les gens, les intégrer le plus rapidement possible, et surtout de les former. Et de la même manière, tu es obligé de prendre de la sécurisation en prenant plus de personnes que ce que tu as besoin. Parce que tu auras des no-shows, ça arrive de la même manière, mais tu ne peux pas te permettre en fait. Tu es obligé de sécuriser les choses. Et en fait, tu as toujours besoin de quelques personnes en supplément, parce que quand tu fais un déménagement, tu as besoin de ranger, tu as besoin d'évacuer les déchets, tu as besoin de réorganiser au dernier moment. Tu as toujours besoin en fait. Donc, cette organisation-là, tu es obligé de sécuriser. Et moi, dans ce que j'ai... c'est pour un des déménagements que j'avais fait, j'avais prévu de le faire en 3 jours. J'avais prévu une demi-journée supplémentaire. C'est mon concept de la grande peur. Donc, j'avais prévu 3 jours. On devait commencer le jeudi matin, finir au plus tard le samedi soir. Le samedi matin, on a mangé les croissants. Parce qu'on avait fini. Et on avait déjà bouclé le vendredi soir, et le samedi matin, j'avais invité les équipes pour ceux qui voulaient venir, parce que c'était prévu comme ça. Ils sont venus, ok, on les a payés par rapport à ça, mais ils sont venus pour ceux qui avaient envie de venir sont venus, parce que j'avais plus de besoin. J'ai juste fait des transferts de moyens industriels qui restaient sur le week-end. Mais les équipes opérationnelles avaient fait les transferts des stocks, c'était bien passé. Et voilà, on a mangé les croissants, on a mangé une pizza, les gens sont rentrés chez eux, tout le monde était content, ça s'était bien passé. On a pu faire les transferts des moyens techniques après, en parallèle. Et le lundi matin, on rattaquait l'activité de nouveau par un café et un croissant. Ok. Et les clients étaient contents. Super. Mais en fait, si tu prévois suffisamment large, tu gagnes du temps et tu restes dans du positif.
Et justement, d'un point de vue humain, pour changer de sujet, quand on s'est parlé les premières fois, il y a un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'est la dimension internationale de ton parcours. Euh, on parle souvent de la personne qui part à l'étranger et fine, mais toi, tu évoquais des sujets de culture d'entreprise, Ouais. pas tant sur ton arrivée de français à l'étranger, mais plutôt sur la capacité d'une entreprise française à s'adapter à une culture internationale, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et comment tu gères ça justement pour que le lien se fasse bien, que ce soit fluide, que tout le monde se comprenne et que ce soit pas un choc de culture où chacun bosse de son côté? Alors, j'étais amené à ouvrir, dans une de mes expériences passées, ouvrir la première filiale d'une entreprise aux États-Unis en faisant une reprise de personnel. Voilà, on reprenait une quarantaine de personnes sur place. La plus grosse difficulté, comme je te disais, c'est pas de reprendre les gens, c'est pas de les intégrer, de leur expliquer la culture de l'entreprise, de les intégrer en fait dans ton entreprise, parce que ça, quand tu fais de l'hypercroissance, tu es habitué à gérer. Tu es habitué à faire rentrer des nouveaux, à intégrer des nouveaux, à former les nouveaux, à expliquer d'où vient l'entreprise, où va l'entreprise, comment ça fonctionne, quels sont ses process opérationnels, RH, commerciaux. Donc c'est facile parce que ça, c'est des basiques que tu as. Donc intégrer des gens, c'est facile. Donc en local, après, les personnes qui se déplacent sur place prennent la culture du pays relativement rapidement, parce que tu ressens les différences très rapidement sur la manière de travailler, sur l'approche du monde du travail que les gens vont avoir, et tu vas retrouver des similitudes. Les similitudes, quand tu travailles dans le domaine de la supply chain, de l'entrepôt, de la logistique, les similitudes, c'est toujours à peu près les mêmes. C'est que tu as des profils de personnes qui ont envie de travailler, qui ont besoin de travailler, parce que c'est vital pour eux, qui cherchent à s'investir, à faire leur taf correctement. Mais malheureusement, la réalité, c'est que c'est pas toujours les meilleurs salaires qui sont où on est en capacité de pouvoir donner aux gens. Donc en fait, les gens, ça sous-entend, tu retournes sur la pyramide de Maslow, hein, ils ont besoin de se loger, ils ont besoin de nourrir leur drôle. Pour certains, ils ont des projets personnels de vie, se marier, avoir des enfants, acheter un appartement, acheter une maison. Et tu retrouves exactement la même chose. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et puis après, tu vas retrouver aussi les fondamentaux qui deviennent un petit peu plus sociétaux, donc la protection sociale, la manière d'être couvert par rapport à la maladie, comment tu gères ta santé, comment tu vas gérer aussi ta retraite. Donc là, moi, dans le cas, c'était les États-Unis, donc tu prends réellement conscience de tous ces sujets-là, et de la chance aussi qu'on a d'être en France. On ne s'en rend pas suffisamment compte, je pense. Donc, tu es obligé de... Tu retrouves certains basiques, tu vois aussi très rapidement les différences, et tu vas comprendre aussi là où va se situer, je ne vais pas dire les zones de friction, mais les zones d'écart culturel. Donc, intégrer les gens, tu intègres les gens dans l'entreprise, tu leur expliques la culture de l'entreprise. Les personnes qui vont venir sur place vont comprendre la différence culturelle. Et après, quand tu retournes en France, tu expliques. Et en général, quand tu es dans une entreprise franco-française, notre particularité fait que, en bon franco-français, c'est que, alors on passe notre temps à mettre des processus qu'on cherche à ne pas suivre, mais par contre, on cherche toujours à les imposer aux autres. Nous-mêmes, on ne les suit pas, mais par contre, on veut que ça soit appliqué à la lettre chez les autres. Et surtout si ça dépend de nous. Surtout si ça dépend de nos process, si ça dépend de notre périmètre de responsabilité. Et ça, en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que
parce qu'on ne peut pas gérer des équipes à 10 000 km comme on gère des équipes de l'autre côté de son couloir. C'est pas vrai. Les gens qui sont à 10 000 km, ils ont besoin encore plus d'autonomie, de prise de responsabilité que quand ils sont de l'autre côté de leur couloir. Et j'ai même tendance à dire que faudrait presque imaginer le couloir comme un océan. Ça permettrait justement à certaines équipes de prendre un petit peu plus de responsabilité, un peu plus d'autonomie. Et donc, la vraie difficulté que j'ai rencontrée, ça a été réellement ça. Ça a été de faire comprendre au management qu'on devait penser différemment parce que de l'autre côté, les gens pensaient différemment et que on devait comprendre comment ils fonctionnaient de manière culturelle. Alors ça va avoir un impact, hein. Je vais prendre un impact très simple qui te concerne, c'est le salaire et le recrutement. Aux États-Unis, en fait, tout le monde dit oui, c'est moins cher parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de couverture de la même manière. Alors c'est pas vrai, parce que si tu veux conserver les gens, tu as intérêt de mettre en place en face des bénéfices. Les bénéfices, c'est tout ce qui est protection sociale pour le médecin, pour la retraite, pour tous ces sujets-là. Tu as intérêt de mettre des choses réellement intéressantes, parce que la première question que les gens vont te poser, c'est ça. C'est quoi tes bénéfices, en clair? C'est quoi ton salaire? C'est quoi ton bénéfice? Donc ça, c'est la première chose. Et donc, les coûts sont plus ou moins identiques. Et quand tu veux recruter même au management, les gens font l'erreur de comparer un salaire français à un salaire américain sans tenir compte des coûts qui en face. Parce que quand une personne, comme c'est pas chargé pareil, de prime abord, tu vas te retrouver avec un salaire américain qui est là, un salaire français qui est là, en brut, dans ce que tu verses. Mais quand tu rajoutes les charges, salaire français, le coût pour l'entreprise, il monte là. Quand tu rajoutes les bénéfices aux États-Unis parce que tu as besoin, en fait, ça remonte. Et grosso modo, allez, tu arrives quasiment à peu près à la même chose. Mais le français, ce qu'il va regarder, c'est le premier niveau, c'est il va dire, oui, mais l'américain, il me coûte plus cher que le français parce qu'il demande un salaire de folie. Non, en fait, c'est pas la réalité. Tu as besoin d'avoir une vision globale des choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour les recrutements, ça va te parler beaucoup, hein, c'est que les gens, tu leur proposes quelques dollars de plus, ils changent, ils s'en vont. Et ils s'en vont dans la journée. Alors, ça, c'est s'ils sont un tant soit peu fair play, on va dire correct, sinon tu ne les vois plus. Et ils ont pris un autre job. Et ça, c'est difficilement concevable pour une philosophie franco-française qui a besoin de contrôler beaucoup les choses, de s'assurer qu'on a respecté les processus, que ça se déroule comme ce qu'on avait défini. Maintenant, en fait, on a besoin de se réadapter, on a besoin de réexpliquer c'est quoi l'objectif en fait réellement du processus, parce qu'on fonctionne quand même dans des industries qui sont processées, on a quand même des standards ISO en général à respecter, mais il y a quand même besoin de les réadapter, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et la manière dont les gens vont avoir de les appréhender en local doit rester appréhendable en local. Ça, c'est une vraie sensibilité, et la plus grosse difficulté à laquelle j'étais confronté, ça a vraiment été ça, à laisser, à faire accepter que l'entreprise devait gérer, entre guillemets, toute seule aux États-Unis, et qu'on devait être là pour les supporter, pour les aider, pour les piloter, pas pour les, je vais dire micromanager, parce que c'était presque ça. Donc, et tu évoquais le fait quand tu reviens en France de communiquer là-dessus, mais concrètement ça se passe comment? Parce que finalement toi tu es quand même majorité du temps là-bas. ouais. Du coup tu es loin de la France toi aussi, donc tu deviens le gars qui est parti. Moi je Pas pars. évident quoi.
Non, alors moi je pars, je fais des navettes aller-retour toutes les semaines. Je fais une semaine aux US, une semaine en France, une semaine aux US, une semaine en France, une semaine aux US, une semaine en France. Tu fais beaucoup de miles, ça c'est génial. Tu finis par appeler les hôtesses et les stewards quasiment par leur prénom parce que tu les vois toutes les semaines. Tu sais même qui va voler sur quel vol. Ça c'est formidable. Ça a des impacts, hein. J'ai pas besoin de te le dire. Mais et comment ça se passe concrètement? Bah déjà, quand tu arrives, tu recrutes, tu reprends du personnel, tu recrutes toute l'organisation managériale sur place, le patron, tu recrutes toute la partie RH, toute la partie qualité, toute la partie finance, toute la partie management opérationnel. Le vrai sujet, de la même manière, quand tu recrutes ces personnes, ces profils-là, il faut quand même que tu t'assures d'avoir un contact et d'être en capacité, soit c'est toi qui fais la traduction, le transmetteur entre une culture française, une culture américaine, soit tu as une personne sur place qui est en capacité de pouvoir le faire. Le mieux, c'est quand tu as les deux, parce que ça va aider dans les relations. Sinon, ça sera toujours des conflits. Et après, il faut aussi accepter que les personnes que tu as recrutées, tu vas te planter. Ça va pas être les bonnes. C'est comme en France. Quand tu fais du recrutement, bah, tu as du déchet. Et bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Faut partir de ce basique-là et de ce principe-là, c'est qu'il y en a certains, ça va pas être les bons. Donc bah, tu vas reprendre de la même manière 6 mois pour pouvoir stabiliser, 1 an pour pouvoir stabiliser l'organisation. Comment ça se passe après? C'est toi ou alors tu emmènes des gens avec toi de France, tu vas avec eux sur place et tu leur présentes les choses, ça c'est la meilleure des solutions. Tu leur présentes, tu expliques pour que les gens se rendent compte en fait de comment ça se passe. Et quand tu n'as pas cette possibilité-là, c'est toi qui reviens avec la situation pour réexpliquer la situation réellement comment elle se passe. Donc concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par des points, par des réunions, par des visios, beaucoup de visios pour expliquer réellement quelles sont les problématiques pour que les gens en France comprennent les problématiques auxquelles sont confrontés les États-Unis pour faire changer le mindset et pour que les gens comprennent. Ok. J'ai eu beaucoup de... sur les parties qui sont qualité, ça se passe plutôt bien. Sur les parties, la dimension ressources humaines, c'est en général plus compliqué à gérer. Ou sur... parce que on va retomber sur ce que je t'ai expliqué, sur l'approche du salaire, sur l'approche du travail que peuvent avoir les gens, c'est-à-dire que ils ont une affinité que parce que tu les payes. Et je me souviens de mes collègues qui me disaient pay peanuts, you have monkey. Mais c'est tout à fait ça, en fait, c'est la réalité. Et ça, inconsciemment, c'est compliqué à comprendre en fait en France, en particulier en France. Et c'est ces grosses difficultés-là qu'on peut avoir, donc il y a besoin de réadapter en fait le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'un mode de fonctionnement où en France tu as des NAO, c'est 1 fois par an, tu es organisé, tu fais une évaluation de chaque personne pour pouvoir conserver des gens. Aux États-Unis, tu dois mettre en place la même chose parce que c'est nécessaire par rapport au mode de fonctionnement, par rapport au management, mais tu dois aussi conserver une petite souplesse managériale locale pour ne pas perdre en permanence tout un tas de personnes, parce que les gens s'en vont. Et ça, ça fait partie des spécificités, ça fait partie de la souplesse qu'on doit garder en local, parce que sinon les gens s'en vont. Mais et il y a un autre sujet aussi, auquel j'ai été confronté. En général, tu sais bien comment ça se passe. Dans les entreprises, une personne qui part, même si ça a changé un petit peu depuis le Covid, ou du moins en après-Covid, c'est rare quand les gens reviennent. Ou même si les gens veulent revenir, c'est rare quand les entreprises acceptent de les reprendre. Ouais, t'as différentes cultures, ouais, c'est compliqué ça. C'est souvent compliqué. Aux États-Unis, pas du tout. Aux États-Unis, pas du tout. Le mec, il part en face, il va bosser 6 mois, 6 mois plus tard, il est de retour chez toi. Et j'aurais tendance à te dire, dans certains cas, tu es content qu'ils reviennent,
Mais il faut être ouvert, et tu peux pas dire non, juste parce qu'il est parti. Il est parti parce que il était mieux payé de l'autre côté en fait. Et du coup, toi, tu as refait un peu course à l'échalote pour aller chercher quelques dollars de plus. Pas forcément, parce que les gens partent, ils reviennent. Pour certains, ils te demandent la même chose que ce qu'ils avaient avant, soit le même salaire que ce qu'ils avaient dans leur nouvelle boîte. Mais tu peux pas faire la course à l'échalote, c'est pas possible, parce que sinon tu t'en sors pas. Mais par contre, ça te permet aussi quand la personne revient, ça envoie aussi un message aux autres que, en fait, chez nous, peut-être pas si mal que ça. Donc, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent et il faut savoir communiquer de la meilleure des manières qu'elles soient sur les opportunités quand elles se présentent. Donc, un mec qui est parti pour pouvoir gagner $1 de plus, qui revient. Alors qui revient soit au niveau initial qu'il était, soit avec une petite augmentation, parce que ça peut vite évoluer les salaires aux US. Tu le reprends, tu gardes une certaine cohérence dans la grille. En fait, ça sous-entend aussi que c'est pas si mal de revenir chez nous, parce que l'ambiance est peut-être pas si mal que ça, la culture de l'entreprise est pas si mal que ça, que les gens sont peut-être bien traités par rapport à l'extérieur. Et en fait, c'est tous ces points-là. Mais après, c'est aussi un avantage. Ça te permet aussi, des fois, de te séparer de personnes que tu n'avais pas envie de garder. Et les gens partent de même. Donc, c'est vraiment ces grosses différences que tu peux avoir. Alors, c'est pour moi les vraies difficultés. Et après, de la même manière, c'est comme sur les déménagements, quand tu ouvres une filiale, tu as un temps d'acclimatation et un temps d'atterrissage qui est long. La réalité, c'est ça. Il te faut au moins 2 ans. Ok. Il te faut au moins 2 ans pour toutes les raisons que je t'ai expliquées, parce que quand tu démarres, enfin moi je l'ai fait, tu ouvres la filiale, tu rencontres, tu trouves des partenaires, des avocats, tu mets du cash, tu signes les contrats avec les clients, tu intègres les clients, tu fais une reprise de personnel, tu mets en place toute la structure, tu recrutes les gens, le patron, le DRH, la partie finance, la partie qualité, la partie admin, la partie gestion, le management opérationnel, tu changes 1 fois, 2 fois, 3 fois certains postes, tu finis par stabiliser la partie opérationnelle, tu finis par stabiliser la partie structure locale avec des gens qui comprennent correctement la culture d'entreprise, qui comprennent les process, tu déploies les process, tu mets en place toutes les normes que tu as besoin pour pouvoir normer la nouvelle entreprise, pour pouvoir la passer ISO, ce que tu veux, peu importe l'ISO que tu mets en place, mais tu as grosso modo 1 an pour pouvoir le mettre en place, donc tu dois travailler là-dessus. Donc déjà, tu as déjà passé au moins 1 an pour pouvoir faire ça, et après, tu dois internationaliser ton entreprise et là il te refaut quasiment encore 1 an parce que une fois que tu as stabilisé les personnes, tu peux construire en fait réellement avec elles et tu es reparti encore sur 1 an de délai, et le siège doit se mettre à penser que tu penses plus sur 1, 2, 3 sites français, tu penses international, c'est-à-dire que les décisions que tu vas prendre, tu dois les penser de manière internationale. Mais ça sous-entend aussi que au niveau des comités de direction, au niveau des COMEX de l'entreprise, ça sous-entend aussi que tu intègres des étrangers qui ne parlent pas forcément toujours français. Donc, tu passes avec un CODIR, un COMEX, tu l'appelles comme tu veux, en anglais, pour pouvoir répondre à des problématiques. Donc ça va bousculer les habitudes. Les gens vont, pour certains, pas se sentir à l'aise, alors que c'est des personnes qui sont à des niveaux de direction. Et en fait, tu te retrouves, tu les sors en fait de leur zone de confort par rapport à une problématique comme ça. Donc de la même manière, en fait, quand tu ouvres une filiale, c'est génial, mais ça peut faire peur à la structure existante parce que ça va avoir des impacts aussi sur leur mode de fonctionnement, sur leur approche, sur une maîtrise qu'ils avaient avant des processus, alors que là, ils vont perdre une partie des processus et ils vont être obligés de se réadapter à une situation.
Donc c'est vraiment une expérience en fait super enrichissante, super intéressante à vivre, mais de la même manière que sur la gestion des projets, sur la gestion de l'hypercroissance, sur la gestion des déménagements, il ne faut pas se méprendre, il y a besoin de temps pour laisser aux humains le temps d'appréhender par eux-mêmes les sujets et d'avancer à la même vitesse que le projet. Sinon, il y a de la casse. Il y a de la casse, les gens décrochent, les gens ont peur, les gens se referment. Et là, il y a deux possibilités. C'est soit le processus, et ça va avoir des impacts sur l'entreprise. Donc les perfos vont décroître. Le processus support perd en qualité. Soit vous avez de la casse et vous avez des personnes qui partent. Donc, vous revenez au premier point. Vous perdez en efficacité, vous perdez en productivité, vous perdez en qualité au niveau des processus pendant une certaine période de temps donné. Donc, vous devez intégrer toute cette partie-là. Donc, ça, c'est le plus compliqué aussi à accepter pour une direction que, en fait, ça se passe mal. Mais ça va mal se passer. Ça va mal se passer. La réalité, c'est que ça va mal se passer. Donc, il faut mieux être prêt sur ça va mal se passer, et c'est un principe qu'utilisent les pompiers. Hein. Ils partent toujours du principe, c'est le pire, du pire, du pire, du pire. Et en fait, quand tu as fait le pire, du pire, du pire, du pire, bah, en probabilité, tu as quand même moins de risques que ça finisse comme ça. Mais au moins, tu es prêt. Et quand ça se termine, quand les étapes se passent un petit peu avant, eh ben, tu gagnes du temps. Tu gagnes du stress. Parce que la vérité, au final, c'est que de la gestion de stress et de la gestion de risque, que ce soit sur des déménagements, que ce soit sur de l'hypercroissance et que ce soit sur de l'ouverture de filiales ou l'ouverture de première filiale, de l'internationalisation d'une entreprise. Ça va toucher réellement les gens dans leurs basiques, dans leurs fondamentaux, et ça va les sortir de leur zone de confort. Donc tu retombes là-dessus. Eh ben, écoute, merci Richard. Je pense que c'est une belle conclusion que tu viens de nous faire là. Merci de nous avoir partagé ton parcours et tes expériences. Merci à toi Yann.